Et puis je vais donc passer la parole maintenant au docteur Louise Carton. Louise Carton est psychiatre, addictologue et pharmacologue. Elle travaille dans le laboratoire de pharmacologie du professeur Régis Bordet à Lille. Et elle est très impliquée dans tout ce qui est évidemment addictologie et addictovigilance. Et elle va nous parler aujourd'hui du dopage, puisqu'elle a été la rédactrice de la question de l'item ECN. Vous savez, c'est les nouveaux internats pour les externes en médecine. Et donc Louise a participé énormément à la rédaction de cette question sur le dopage. Donc, elle connaît très bien le sujet. Bonjour à tous. Donc, à l'heure actuelle de Roland-Garros et à cette prochaine de l'Euro 2008, je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité, donc le dopage et ses liens avec les addictions. Alors tout d'abord, un rapide retour en arrière. Le dopage est une pratique très ancienne puisque finalement on retrouve des récits de conduite dopante dès l'Iliade et l'Odyssée et dès les Jeux Olympiques en Grèce antique avec les sportifs qui pouvaient consommer des extraits de plantes, des extraits d'animaux. Donc dès ce moment-là, finalement, les conduites de dopage questionnaient la morale puisque les sportifs qui étaient considérés comme tricheurs pouvaient être vendus comme esclaves. Alors actuellement, le terme de dopage va renvoyer de manière plus générale à tout ce qui a trait aux pratiques sportives, ce qui soulève des questions à la fois éthiques, sanitaires, mais également légales. Alors une définition reste cependant délicate du fait des différents vocables qui peuvent être utilisés, comme le terme de dopage, le terme de dopage sportif, mais également celui de conduite dopante. Alors les termes de dopage et de dopage sportif vont, eux, plutôt considérer l'aspect pratique sportif, alors que le terme de conduite dopante, lui, va référer de manière plus large à ce qui concerne la vie du sujet, à la fois sa vie publique et sa vie privée. Mais au-delà de ces considérations terminologiques, on peut considérer une définition qui se base sur deux postulats principaux, qui vont être donc l'utilisation de produits et de méthodes de modification de certaines compétences de la personne, et une intentionnalité de la manipulation de soi. Alors d'après l'Agence mondiale antidopage, il existe plusieurs types de substances qui vont être interdites. Il y a des substances qui sont interdites à la fois hors et en compétition. Ces substances sont les agents anabolisants qui sont utilisés pour augmenter la masse musculaire. On retrouve aussi les hormones peptidiques et facteurs de croissance, donc à la fois pour augmenter la masse musculaire mais également l'endurance, notamment par rapport à l'EPO. On retrouve les bêta-2 agonistes pour l'amélioration de la fonction respiratoire, les modulateurs hormonaux et métaboliques et les diurétiques qui vont avoir une action à la fois dans la perte de poids mais également dans le masquage des autres produits dopants. Parmi les produits qui sont interdits uniquement en compétition, donc on retrouve les stimulants qui vont être utilisés à visée psychostimulante, les narcotiques pour diminuer à visée euphorisante et pour augmenter la tolérance à la douleur, les glucocorticoïdes à visée psychostimulante et amélioration de l'endurance, mais également les cannabinoïdes. Enfin, certains produits vont être interdits dans certains sports spécifiques, comme l'alcool et les bêta ou les alpha-bloquants, que je n'ai pas mentionné ici. Alors pourquoi je vais vous parler ici du dopage dans un congrès d'addictologie? Eh bien, puisque plusieurs points vont pouvoir questionner ce lien. Donc déjà, on peut évoquer la présence d'autres addictions dans les conduites sportives. Ensuite, on verra l'intrication entre finalement les produits qui sont considérés comme interdits et dopants et leur superposition avec les troubles qui sont présents dans les troubles liés à l'usage de substances. On parlera de certains corrélats psychopathologiques et notamment des profils avec des recharges de sensations. Et ensuite, on parlera du caractère sociétal du dopage avec l'émergence et la croissance des phénomènes de dopage cognitif. Enfin, à travers les critères DSM-5, j'essaierai de questionner est-ce qu'on peut considérer finalement le dopage en tant que tel comme une addiction. Alors, si l'on considère déjà l'addiction à l'exercice, elle concerne 3% de la population générale et 45 à 55% des pratiquants réguliers de sport. Une étude qui a été réalisée par Nandrino et al. En 2008 sur des semi-marathoniens lillois, elle étudiait spécifiquement le lien entre addiction à l'exercice et dopage, et les auteurs retrouvaient que les individus prêts à prendre des produits dopants n'étaient pas finalement ceux qui s'entraînaient le plus, mais ceux qui avaient une représentation du sport qui était majoritairement fondée sur le dépassement de soi au-delà du caractère hédonique de la pratique sportive. Donc, ce qui fait écho finalement à la fonction de défi personnel qu'on peut retrouver chez des patients anorexiques ou alors à la faible estime de soi qui peut être retrouvée dans certaines conduites addictives.
On peut mentionner ensuite l'association avec des troubles du comportement alimentaire, et là on peut prendre ça sur deux pendants, à la fois l'hyperactivité physique constatée chez les patientes anorexiques qui d'ailleurs peuvent utiliser des diurétiques pour perdre du poids, mais on peut également évoquer la prévalence importante des troubles du comportement alimentaire chez les sportifs, et notamment la présence de troubles du comportement alimentaire non spécifiés. Et donc ça me permet d'évoquer le cas de l'anorexia athletica, qui est une forme de trouble du comportement alimentaire qui va être caractérisée par un hyperinvestissement des entraînements et une restriction des comportements alimentaires. Alors, à la jonction entre tout ce qui est préoccupation corporelle, consommation de produits dopants et hyperactivité physique, là on ne peut pas oublier de mentionner la dysmorphie musculaire, encore appelée bigorexie ou complexe d'Adonis, où finalement le sujet va se trouver plus mince et plus petit qu'il ne l'est en réalité, avec finalement une préoccupation centrée sur le fait d'augmenter sa masse musculaire. Alors, cette pathologie a posé le problème du champ nosographique. Initialement, elle était plutôt décrite comme une forme d'anorexie inversée, et finalement, s'est posé la question, est-ce que ça appartient plutôt aux troubles des comportements alimentaires, plutôt aux troubles somatoformes, ou plutôt aux troubles obsessionnels compulsifs? Le débat reste ouvert actuellement, mais en tout cas, on retrouve une association assez importante avec la prise de stéroïdes anabolisants dans cette pathologie. Enfin, on va évoquer l'association avec des troubles liés à l'usage de substances, où une étude préliminaire qui était conduite chez des jeunes athlètes en université retrouvait une association de la prise de produits dopants avec des troubles liés à l'usage de substances. Alors, si l'on considère maintenant l'intrication entre produits dopants et produits stupéfiants, des résultats statistiques donc, de l'Agence mondiale antidopage en 2008 retrouvaient que 77% des échantillons testés positifs concernaient des substances addictives, ce qui pose la question finalement du côté addictif de la prise de produits. Cependant, d'accord, ces échantillons étaient testés positifs, mais ça ne permettait pas de caractériser l'usage en soi derrière. Mais en tout cas, ça peut servir de porte d'entrée pour une évaluation multifactorielle et une porte d'entrée vers de la prévention, voire dans des soins si les cas s'y prêtent. Au-delà des substances psychoactives dont on connaît les phénomènes possibles de dépendance, ce qui est intéressant de présenter ici, c'est les stéroïdes anabolisants. En effet, il y a une étude retrouvée que 30% des utilisateurs de stéroïdes anabolisants présentaient des phénomènes de dépendance à ce produit, avec une utilisation chronique malgré des effets délétères sur le fonctionnement physique ou psychosocial et des signes de sevrage. En revanche, on questionnait finalement l'effet recherché, puisque dans la prise de produit, souvent on recherche un effet immédiat, alors que là, l'effet était plutôt l'augmentation de la performance à plutôt moyen ou long terme. Maintenant, si l'on évoque le côté recherche de sensations, des auteurs mentionnaient donc, dans une revue de littérature des facteurs communs entre dopage et troubles liés à l'usage de substances, avec un tempérament avec forte recherche de nouveautés et faible évitement du danger qui étaient retrouvés dans les deux troubles, ainsi que des traits de personnalité plutôt à la recherche de sensations. Alors maintenant, si l'on évoque le caractère un peu plus sociétal, finalement, différents courants vont sous-tendre le débat éthique au cours du dopage. Un premier courant, plutôt prohibitionniste, va mettre en avant tout ce qui est effet indésirable lié à la consommation de produits dopants et le côté non équitable, finalement, de ce type de conduite. En revanche, d'autres courants dénoncent le côté un peu paternaliste et intrusif des mesures antidopage et le côté arbitraire de la mise sur la liste des substances interdites de certains produits ou non. D'autres auteurs, par rapport à ça, vont proposer un troisième point de vue qui est de considérer finalement le dopage comme un paradigme social d'un sport d'élite compétitif où finalement l'accomplissement personnel va laisser place à la recherche de performance avec la notion à ce moment-là d'addiction à la victoire. Alors le terme de conduite dopante, comme je vous le disais, qui était plus large, donc permet de s'intéresser plus particulièrement à la question du dopage cognitif. En effet, donc en 2013, une étude conduite chez des étudiants suisses retrouvait que 13,8% d'entre eux consommaient des produits à visée d'amélioration de leur performance cognitive. Parmi les traitements médicamenteux utilisés, on retrouvait le méthylphénitate, les sédatifs et les bêta-bloquants. Et dans les substances utilisées, on retrouvait l'alcool, le cannabis, les amphétamines et la cocaïne. Une étude réalisée cette fois en 2015 par la même équipe retrouvait cette fois-ci 22% de la prise de produits à visée psychostimulante
et mettait en avant l'importance de la valeur d'équité dans le fait de prendre ou pas des produits dopants et la pression de performance, notamment celle engendrée par les pairs. Enfin, une dernière étude publiée très récemment sur des étudiants en médecine parisiens retrouvait que 33% d'entre eux avaient eu une consommation de produits donc à visée psychoactive vie entière. Cette étude étudiait à la fois les produits en vente libre, les traitements sur ordonnance et les produits stupéfiants. Et ce qui est intéressant par rapport aux autres études où d'habitude le méthylphénidate arrive en tête de liste, là c'était plutôt les corticoïdes qui étaient mis en avant, le méthylphénidate et le modafinil. Ces consommations de substances avaient comme objectif plutôt l'augmentation des performances universitaires, la concentration, de la mémoire et de l'éveil. Alors, à la lumière de ces différents paramètres, on peut maintenant essayer d'aller questionner le lien entre dopage et les critères DSM-5 des addictions, de manière générale. Donc si on reprend les critères consommation en plus grande quantité ou pendant une durée plus longue, ainsi que le critère désir persistant ou infructueux pour diminuer ou arrêter, eh bien des données de la littérature, donc sur des cas cliniques notamment de consommateurs de stéroïdes anabolisants, retrouvaient ces critères. Ensuite, si l'on prend le critère temps considérable passé à se procurer, consommer ou récupérer le produit, eh ben, on peut imaginer assez facilement que la conception d'un produit dopant qui ne soit pas identifiable ou le temps passé à se procurer ce produit dopant, finalement, puisse avoir des répercussions sur la vie du sujet et certaines techniques, notamment les transfusions autologues, vont prendre du temps aussi par rapport au sujet. Par rapport à l'incapacité à remplir des obligations majeures, on peut également imaginer que certains produits vont conduire à une modification du sujet qui va l'empêcher de surseoir à ses obligations. En ce qui concerne les activités sociales réduites ou abandonnées, eh bien là, différents articles dans la littérature décrivent bien ce phénomène, avec dans l'étude de Nandrino chez les semi-marathoniens, les auteurs retrouvaient que les individus prêts à prendre des produits dopants modifiaient de façon importante leur vie extrasportive pour leur pratique, notamment par rapport aux autres individus. Idem dans les dossiers cliniques de patients prenant des stéroïdes anabolisants, on avait vraiment une activité extra-professionnelle sur ce type de comportement. Là où ça devient un peu plus ambivalent, c'est la notion de craving, avec cette envie impérieuse de consommer le produit, puisque dans le dopage sportif et cognitif, finalement, ce qui va être recherché, c'est l'amélioration de performance, pas forcément l'amélioration ou l'effet shoot immédiat qu'on peut rechercher dans les troubles liés à l'usage de substances. Donc ça peut poser question. En ce qui concerne les problèmes interpersonnels ou sociaux, on peut facilement envisager que le fait d'être testé positif, ça déborde du cadre légal, avec à la fois des substances qui sont interdites et en plus qui peuvent être des produits stupéfiants, ce qui va engendrer donc des conséquences professionnelles et médiatiques d'un dépistage, avec à la fois donc, des répercussions sur le plan social et familial. Enfin, les notions d'usage lorsque physiquement dangereux et ou malgré l'existence de troubles physiques ou psychologiques, ça colle très bien puisqu'on sait bien qu'il y a une multitude de produits dopants qui peuvent être utilisés et que ces différents produits peuvent être à l'origine d'effets indésirables assez divers et variés. Enfin, pour les phénomènes de tolérance et de sevrage, donc ces phénomènes sont déjà décrits plus classiquement pour les substances psychoactives dont on a l'habitude, mais je vous évoquais tout à l'heure le cas des stéroïdes anabolisants. On pouvait retrouver ces phénomènes, et au-delà du produit en tant que tel, on peut se poser la question de l'addiction à la victoire également, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, en conclusion, bien évidemment, il existe des liens étroits entre dopage et addiction. Maintenant, peut-on considérer le dopage comme une addiction? D'un point de vue personnel, si ça remplit certains critères, oui, ça peut l'être. Seulement, dans certains cas, le produit va être utilisé de manière très contrôlée, sans vraiment cette notion de perte de contrôle et dans un but bien défini. Et alors là, ça devient quand même plus discutable. Et donc, je terminerai sur une citation par rapport à l'esprit sportif. Pour certains, l'élégance dans la victoire est aussi difficile que dans la défaite. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation claire sur le dopage, que je pense qu'on n'a pas l'habitude de voir sous cet angle. Nous avons le temps pour une question.
Bonjour, je m'appelle Arnaud Vieux, je suis interne en addictologie et en médecine du travail. Je me posais la question par rapport au dopage cognitif. Est-ce que vous avez des données concernant les dopages dans certaines sociétés dans lesquelles les salariés sont mis en concurrence les uns par rapport aux autres? Alors, c'est décrit dans ce type de société-là et c'est décrit également dans la population scientifique. Il y a un article qui était sorti justement récemment dans des milieux comme ça qui sont très stimulés, où il y a une obligation dans les milieux scientifiques, des obligations de publication, où finalement, en fait c'était une étude qui avait été mise en place un peu comme ça de manière informelle, où les gens avaient répondu, où finalement les résultats posaient question, parce que plusieurs scientifiques répondaient que oui, prenaient du méthylphénidate, oui, beaucoup prenaient des bêta-bloquants, etc. Donc moi j'ai plus l'exemple de cette étude-là. Après, donc j'imagine que dans les milieux du travail, donc, où il y a une pression professionnelle derrière, oui, clairement ça va être le cas. Merci. Et la première année de la présence de l'AESP à l'Albatros, ce ne sera certainement pas la dernière. L'AESP, Farid l'a dit, est une association qui vise vraiment à promouvoir les échanges cliniques autour de la psychiatrie et de l'addictologie. Donc pour les prochaines années, n'hésitez pas à nous écrire sur notre site ou à nous envoyer des emails si vous avez des idées de discussions cliniques à développer pour les prochains ateliers. On les considérera vraiment avec beaucoup d'attention. On veut que ce soit le plus interactif possible avec vous. Donc vos idées sont les bienvenues pour les futurs ateliers, les futurs congrès de l'Albatros. Merci. Et puis donc une dernière chose, les présentations ainsi que la vidéo des différentes présentations seront disponibles sur notre site aesp.fr prochainement. Voilà. Merci. Merci, à bientôt.